Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Campus sur le 106,6 MHz. Radio Campus, une radio libre associative non commerciale et sans aucune forme de publicité. Vous êtes à l'écoute du magazine Derrière la vitrine, le magazine des organisations syndicales, des personnels et des étudiants de l'Université de Lille 1. Une émission consacrée donc à la réalité du travail et des études. Et quand on dit la réalité, c'est bien ce qui se passe justement derrière les vitrines, les trop belles vitrines des communicants et des plaquettes glacées qui vantent des vertus qui malheureusement sont rarement au rendez-vous du quotidien des étudiants ou des travailleurs de l'université. Alors aujourd'hui, autour de la table, pas mal d'organisations syndicales. On va faire un premier tour de table avant d'évoquer le thème de l'émission. Claire pour le SNESUP. Nicolas du syndicat Sud étudiant. Moussa pour le SNESUP également. Donc Jean-Marc pour la CGT, FERCSUP. Et Benoît pour la CGT, FERCSUP. Voilà, et donc au programme, nous allons commencer par les traditionnels vœux et un petit point sur l'actualité de cette nouvelle année 2016. Et ensuite, nous parlerons à la fois de nos corpus revendicatifs respectifs, puisqu'après tout, c'est la période des vœux en langage syndical. On n'a pas de vœux, nous, on n'a pas de prière non plus. On a des revendications qui n'attendent que d'être dûment assouvies par nos luttes respectives. Et assurément, comme disait l'autre, à la fin, on gagnera assurément. La question est de savoir quand. Mais donc, on parlera un peu de nos revendications. Et voilà, ça devrait couvrir une émission. Donc voilà, moi je présente mes meilleurs vœux à l'ensemble de nos auditeurs pour plus de paix et de justice dans le monde. Non, Ah, il y a eu une petite interruption. Ouais, mais, également, bien sûr, je présente également mes meilleurs vœux à nos auditeurs, sachant qu'effectivement, l'année qui nous attend, j'espère qu'elle sera meilleure que 2015, en tout cas pour les corps universitaires, pour tous les personnels de l'université, pour les étudiants, parce qu'effectivement, l'université, depuis quelques années, traverse une des crises majeures qu'elle n'a jamais traversées depuis un certain temps. Et donc, que ce soit en termes de moyens humains et matériels, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, et plus principalement donc, à l'université de Lille 1, qu'attend-on cette année en 2016 ? Bien oui, pareil, la CGT présente tous ses vœux de bonheur, de réussite et surtout de lutte dans la bonne humeur et donc de lutte victorieuse, bien sûr, pour la fin du progrès de la réaction qui malheureusement les enquillait, finalement, ces progrès, et surtout le début et le retour des reconquêtes sociales et de nouvelles conquêtes sociales, puisqu'assurément ça arrivera. Pour l'université, le chantier est colossal. C'est vrai que 2015 fut une année particulièrement crépusculaire, liée à la fois à l'actualité générale, mais aussi et plus précisément à l'actualité de l'université. 2016 sera sans doute une année charnière entre la commu naissante, dont il a été question juste avant les vacances et dont nous reparlerons, mais commu qui existe dorénavant et qui commence bien mal, si on peut dire, et avant la fusion des 3 universités lilloises, fusion à marche forcée, faut-il le dire. Rappelons que les personnels n'ont jamais été consultés sur la pertinence de cette fusion. C'est une fusion qui vient d'en haut, une fusion imposée, sans discussion, sans débat, sans négociation, et en particulier à la CGT, nous exigeons depuis quelques mois maintenant l'ouverture de négociations entre les 3 présidents des universités et les organisations syndicales des personnels, puisqu'on représente les personnels, afin de négocier les conditions de cette fusion, puisqu'elle n'a pas été, puisqu'elle nous est imposée. Bien entendu, par contre, on reparlera éventuellement de l'éventuelle consultation des personnels et dans quelles conditions elle pourrait arriver. Voilà un peu ce qu'on peut souhaiter pour 2016. En un mot, faire le vœu d'être entendu, en fait. Écouté et suivi aussi, oui. Soutenu par l'ensemble des personnels de l'université afin de pouvoir être entendu. Des vœux de la part d'autres personnes ? Voilà, on va faire le bilan de ce 1er janvier 2016. Il y a des nouveautés ? Non, rien ? Si, justement, il y a un certain nombre de nouveautés. Nous, on aimerait bien faire un point sur ce qui change au 1er janvier 2016 pour les étudiants. Précisons que nous sommes toujours en état d'urgence. Au 1er janvier, ce n'est pas une nouveauté, mais c'est que ça commence à faire long. Jusque-là, rien ne surtout change. quand on est militant et que donc on peut
dès qu'on gêne un peu, finalement se faire Ouais. arrêter un peu arbitrairement. Et rappelons juste parce qu'on donc, dérange. que ceci est une émission de radio et non une manifestation au cas où cela poserait le moindre problème à qui que ce soit. Ouais. Donc du coup sur ce qui change pour les étudiants, notamment sur le point de vue financier, puisqu'on sait bien que les étudiants ne roulent pas sur l'or, peut-être que les copains de la CGT et de la FSU pourront réagir aussi Ils ne roulent sur pas ce qui sur l'or non change. plus. Non, non, Mon camarade. mais rembrayer sur ce qui Mais on change peut aussi, être du coup, solidaire aussi pour ceux de- qui ne sont pas étudiants. Alors le premier point, voilà, il y en a beaucoup qui ont fait cette découverte-là il y a quelques semaines. Les tarifs de Transpol viennent de changer et ont été complètement revus à la hausse. Par exemple, le ticket unitaire est passé de 1,50€ à 1,70€. Nous avions habitué à 5 centimes d'augmentation par an. Là, on passe directement à 20 centimes d'augmentation en un an, comme ça c'est fait, histoire de s'amuser un petit peu. Et surtout, grande nouveauté, il n'existe plus de réduction pour les étudiants ou pour les étudiants boursiers. Toutes les réductions qui étaient indexées sur le statut, notamment sur le statut d'étudiant ou d'étudiant boursier, ont disparu. Elles ont été remplacées par des réductions qui s'appuient, selon Transpol en tout cas, sur les ressources des individus, en l'occurrence calculées sur le quotient familial. Le quotient familial, c'est quelque chose qui est calculé notamment par la CAF, etc., pour voir les aides auxquelles vous avez droit. Donc c'est par rapport aux parents. Exactement, c'est ce que j'allais dire en fait. Ce que ça change, c'est que du coup, on ne prend plus en compte les ressources de l'étudiant, mais les ressources du foyer fiscal de l'étudiant, c'est-à-dire les ressources des parents pour l'immense majorité des étudiants, notamment quasiment tous ceux qui ont en dessous de 25 ans. C'est-à-dire que, grosso modo, si vos parents ont tous les deux un salaire ou même un seul salaire sur deux, etc., vous avez relativement peu de chances d'avoir des réductions. Vous avez un abonnement qui passe pour les étudiants, accrochez-vous bien, de 18€ par mois à 28€ par mois, parce que sinon, c'est pas drôle. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose. Je crois que c'est qui le cas change. aussi pour les scolaires. J'ai entendu Exactement. des collègues en parler. Exactement. Il ouais. n'y a plus aucune. Avant, il existait des tranches de gratuité pour les lycéens, etc., qui Mhm. étaient loin de leur lycée, etc., ou pour les collégiens. Tout ça a été tout simplement supprimé parce que voilà, c'est bien connu, c'est salauds de lycéens qui profitaient de la gratuité, c'est un petit peu des profiteurs. Et ça, c'est vraiment pas bien. Mais pour les lycéens, c'est encore le conseil régional qui subventionne partiellement ou totalement c'est les transports scolaires des lycéens, non? Ou des collégiens, je sais pas, c'est les collègues qui en parlaient et a priori c'était pas Mais- gratuit. Ils n'avaient pas de c'est une question. gratuité. Il y avait une du- gratuité qui a été Ouais. supprimée justement cette Ouais. année. Ça a été supprimé cette année, oui. Voilà. Ouais. Alors qu'à l'extérieur, ce n'est pas le cas. Ou alors d'autres choses tout aussi scandaleuses, par exemple les accompagnants des personnes non-voyantes, qui avant du coup accompagnaient une personne non-voyante qui payait son ticket, elle avait le droit à être exonérée. Ça a été supprimé aussi parce que voilà, les aveugles on peut se débrouiller tout seul. Ouais. Ah oui, non, mais c'est exactement, on a vraiment aucune honte là-dessus, sachant que Transpol est une société, une filiale de Keolis, une grosse filiale multinationale qui gère plein de sociétés de transport urbain un peu partout dans le monde, qui verse des millions et des millions, ça se compte en dizaines de millions d'euros qui sont versés aux actionnaires tous les ans. Et pendant ce temps-là, on fait payer les lycéens, les étudiants, etc. Donc voilà, première chose à savoir. Deuxième nouveauté, ça je pense que ça concerne aussi les salariés, et peut-être qu'on aurait quelque chose d'intéressant à en dire, la généralisation de la complémentaire santé. On s'en souvient peut-être, maintenant tous les salariés, du public, du privé, etc., dans leur contrat de travail, doivent avoir une complémentaire santé incluse en fait dans entre guillemets une partie du salaire, voilà, comme ça permet que tous les salariés soient couverts. Et ça pose la question en fait un petit peu compliquée, des étudiants, comment ils font, puisque les étudiants n'ont absolument pas de complémentaire santé incluse dans l'inscription, il faut qu'ils payent une complémentaire santé pour la plupart. Or, l'immense majorité des étudiants sont également salariés. Alors comment on fait? Parce que du coup, on arrive en septembre, on s'inscrit, on se fait raquer plusieurs centaines d'euros par la LMD ou la SMENO pour nous vendre une complémentaire santé qui, par ailleurs, a une qualité qui laisse à désirer. La majorité de ces étudiants, pendant leur année scolaire ou pendant les vacances, ils vont se salarier et donc avoir une autre complémentaire santé. Et ils vont continuer d'être couverts par leur complémentaire étudiante. Donc on arrive à un système qui est un petit peu absurde, sans compter que la plupart, vu qu'il y a extrêmement peu d'informations qui est faite, puisque les seuls acteurs qui informent les étudiants sur les chaînes d'inscription à la rentrée, ce sont les mutuelles étudiantes qui évidemment ont un intérêt commercial derrière de vendre des étudiants. Il y a assez peu d'informations qui est faite. Il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent au moment de l'inscription, qui sont déjà couverts par la mutuelle parentale. Donc pour avoir des situations, on va avoir
de très nombreux cas de situations complètement absurdes où les étudiants pourraient être couverts à la fois par une mutuelle parentale, une mutuelle étudiante qu'ils auront pris au moment de leur chaîne d'inscription, parce qu'on leur a dit qu'il fallait le prendre, que c'était obligatoire, etc. Et une couverture liée à leur contrat de travail, si jamais ils sont salariés, voilà. Donc on pourra avoir 3 complémentaires santé qui vont faire exactement la même chose. L'idéal serait peut-être qu'ils puissent se faire rembourser plusieurs fois afin de pouvoir payer leur abonnement Transpol, en fait. Il y a peut-être des pistes ici, oui. Non, mais c'est un peu comme les cartes bancaires avec les assurances, ça me fait penser un peu à ça. Mais je pense que pour les enseignants également, enfin pour les salariés, enfin les fonctionnaires de l'université, c'est exactement le même cas pour la MGEN. Je pense que ce n'est plus prélevé directement comme ça l'était avant, mais il faut maintenant, je pense, faire un prélèvement automatique. Oui, un peu, pour la complémentaire, pour la partie complémentaire, bien sûr. Hein. Alors, c'est cette particularité, effectivement, donc, qui était, dans le cas de l'MGEN, qui est l'interlocuteur, en fait, c'est la particularité, il n'y a pas de sécu, et donc c'est un peu comme pour les étudiants, c'est la complémentaire qui assure le rôle d'interface avec la sécu. Et au 1er janvier 2016, en effet, la MGEN, donc c'est une directive européenne qui impose en gros la liberté de choix. Et c'est pas que ça n'est plus prélevé. Enfin, comment dire, à l'origine, c'était directement extrait. Avant, on ne touchait pas l'argent de la MGEN. Ça figurait sur la fiche de paye. C'est-à-dire que c'est directement. Voilà, là dorénavant, ça sera bien un prélèvement sur le compte. L'argent ira sur le compte, ça sera prélevé. Et surtout la particularité il n'y a pas que ça qui arrive au changement, c'est que du coup la MGEN continue, ça marche vers... Forcené, tu peux dire. Oui, forcé, je ne sais pas, mais en tout cas, vers le modèle des assurances privées. Et donc la dimension mutuelle et mutualiste de la MGEN continue de diminuer, voire de disparaître, puisque dorénavant, elle bascule sur 4 types d'offres, alors qu'avant il y avait une couverture. Et puis voilà, donc il y a 4 types. C'est le choix, c'est le fameux choix. Vous savez, ça me rappelle la campagne du 12, quand le 12 a disparu. Rassurez-vous, vous aurez le choix pour des services qui n'ont aucun sens, c'est une couverture normalement. Donc là, c'est le choix qui apparaît. Évidemment, derrière ça, il y a une escroquerie. Et également, une grosse augmentation pour les étudiants, enfin pour les enfants. Donc, je parle pas des étudiants, pour les enfants, moins de 18 ans, surtout moins de 18 ans, qui, je crois, de tête, alors je sais plus, j'ai pas les chiffres. Ça passe de 9 € à 15 € par mois. Par mois, enfant. ça fait presque doubler pour les enfants de moins de 18 ans. Dans l'ensemble, les prestations, le coût de la protection augmente, et surtout, ça va aussi augmenter par tranche d'âge de l'assuré de 5 ans, alors que la logique de la MGEN était de dire, il y avait cette logique intergénérationnelle, c'était l'esprit mutualiste, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est jeune, pas malade, ça fait c'est pas terrible la MGEN, mais l'idée c'était de dire, on paye, et les jeunes payent pour les vieux, mais l'idée c'est comme un principe de répartition et d'égalité, et ce principe-là est en train petit à petit de disparaître de la MGEN. C'est assez tragique, puisque de plus en plus elle ressemble à une assurance privée, avec tout à fait logiquement des collègues qui commencent à regarder aussi et à décompter et à dire oui, mais du coup moi voilà, et donc on rentre dans cette logique de choix, et l'esprit mutualiste est en train de s'éteindre, et c'est tout à fait tragique, oui. Et ce qui est d'autant plus ridicule, c'est que on rogne petit à petit en fait sur la sécurité sociale pour laisser la place au secteur privé, donc qui se diversifie par ailleurs entre les assurances, les mutuelles, etc. Pour des offres qui sont de moins en moins basées sur un principe de solidarité, comme tu le dis avec la MGEN. Le fait d'avoir 4 offres, en fait, le principe c'est, on veut des complémentaires santé pour les pauvres et des complémentaires santé pour les riches. Et puis les pauvres, ils soigneront moins que les riches, puisque ils sont pauvres, tant pis pour eux. C'est une logique complètement absurde et qui va un petit peu à l'encontre en fait de tout le combat qui est mené par la sécurité sociale, par ceux qui défendent un petit peu le principe de solidarité. Donc mais ce que tu dis sur la MGEN, c'est seulement donc, cette année 4 offres, l'année dernière 2 offres, et pendant longtemps la MGEN a conservé encore le principe d'offre unique. Pour les mutuelles étudiantes, je te rassure, ça fait depuis les années 70 en fait que ce système-là, qu'on se diversifie et que qu'on fait bien des offres pour les riches, des offres pour les pauvres, des offres pour les étudiants qu'on raquette sur les chaînes d'inscription parce qu'ils comprennent absolument rien à ce qui se passe et on se garde bien de leur expliquer. Je pense que on aurait tout intérêt, surtout quand on voit bien c'est ce que je disais tout à l'heure sur le principe des complémentaires santé qui se multiplient pour les étudiants, les salariés, couverture parentale, etc. On gagnerait quand même à avoir un système beaucoup plus simple où la sécurité sociale pourrait rembourser à 100%, ça coûterait pas beaucoup plus cher pour la sécurité sociale. De toute façon, c'est de l'argent qu'on met actuellement dans les complémentaires santé, donc autant le mettre directement dans la sécu plutôt que dans le privé,
mutualiste ou pas d'ailleurs, et puis avoir un système qui fonctionnerait beaucoup mieux, qui aurait un vrai principe de solidarité. Ce serait plus simple pour les médecins aussi. Sans doute aussi, voilà, par ailleurs. Moi, c'était un mot, effectivement, c'était juste pour aller dans ce sens de dire que les complémentaires, c'est bien, et c'est vrai que c'est dans notre corpus revendicatif, le droit à la complémentaire santé pour tous, mais en soi, et tu l'as dit, le principal, ça serait quand même de revenir à une sécurité sociale un peu plus universelle qu'elle n'est, puisqu'elle est en train de se déliter complètement. Rappelons qu'il y a eu plein de réformes, donc de revenir à l'esprit de la sécurité sociale et que la complémentaire reviennent à la portion congrue, un petit bout, vraiment, ce qui est la complémentaire. Et pour revenir à un système de sécurité sociale universel, important, et qui soit vraiment sécuritaire, un filet suffisamment large. Et à nouveau, également, revenir aux principes initiaux de démocratie sociale. Exactement. Que ce soit les partenaires sociaux qui gèrent la sécurité sociale et non plus l'État, comme c'est le cas actuellement. En particulier, Juppé, en 1995, avait fait passer l'essentiel de ça. C'était déjà une bonne partie, un bon moment que le Parlement a géré ça. Mais revenir à ce principe-là, de dire ce sont les travailleurs qui cotisent, ou leurs employeurs, les travailleurs et leurs employeurs, c'est à eux de gérer le système sans passer par le pouvoir politique. D'autant plus que, sur la question de la sécurité sociale, il faut le savoir aussi, je pense que, je ne sais pas si vous le savez ici, mais en tout cas, actuellement, le taux de remboursement de la Sécu, c'est à peu près 70%, c'est ça? C'est de l'ordre de grandeur, c'est 70, et le reste étant pris en charge normalement par les complémentaires. Je dis bien normalement, parce que pour ceux qui n'ont pas de complémentaires, évidemment, c'est zéro. Il faut savoir que dans les départements, ce qu'on appelle ceux qui sont encore sous le concordat, là, en fait. Alsace-Lorraine. Donc, l'Alsace-Lorraine, Moselle. La sécurité sociale, là-bas, rembourse à 90%. Le taux de remboursement est de 90%. Donc, c'est quand même, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que c'est possible. Et donc, actuellement, bien sûr. Et donc, ça veut dire qu'un système universel, dont on parle, celui qui avait été pensé après la Deuxième Guerre mondiale, donc en 1945, pourrait exister. Et malheureusement, dans la logique de concurrence, et surtout la logique des profits distribués aux actionnaires des grands groupes, et particulièrement donc à tous ces fonds de pension de tous bords. Voilà, la logique, c'est qu'effectivement, il y a de moins en moins de remboursements. D'ailleurs, des remboursements des médicaments, un certain nombre de médicaments, de plus en plus de médicaments sont déremboursés, etc. Donc on assiste à une paupérisation de l'offre médicale, et évidemment ceux qui en pâtissent, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens, bien sûr. Donc oui, la sécurité sociale mériterait peut-être une émission à elle toute seule à l'occasion. Ça serait en fait l'occasion de revenir sur toute cette histoire et cet acquis qui est en train de se déliter petit à petit. Oui, d'accord, on va rester là. On va rester là parce qu'il y a quelque chose. Mais c'était juste pour insister pour que la CGT, enfin comme d'autres organisations, mais nous en particulier, nous avons des propositions en termes de financement. Là, quand on dit il y a un trou, donc on le comble en diminuant les prestations, etc. Non, bien sûr, il y a des alternatives, et les organisations syndicales, dont la CGT, bien sûr, a des éléments de réponse qui sont des choix, bien sûr, politiques, mais de dire en particulier élargir l'assiette, élargir pour abonder à nouveau les sources de cotisation de la sécurité sociale. Ça, c'est le premier point. L'autre point absolument essentiel qu'il faut toujours avoir en vue, c'est que la sécurité sociale ne peut pas être en équilibre avec 3 millions de chômeurs. Et quand je dis 3 millions, c'est presque 5 millions. Ça ne peut pas. Le système n'est pas prévu pour ça, et que c'est ça le cœur du problème avant tout. Oui, il est là, et ne jamais perdre ça de vue, parce que là, du coup, c'est vraiment la double, la triple, la quadruple peine. Les travailleurs sont menacés du chômage, et ce chômage grandissant fait que c'est la justification pour sabrer la sécurité sociale, parce qu'elle est en déficit, parce qu'il y a du chômage. Et on est dans un cercle extrêmement vicieux, et ils ont gagné en grande partie la propagande, là, les pouvoirs politiques et patronaux du MEDEF. Ils ont en grande partie gagné, donc là, la bataille est amenée, la bataille de la communication, pour bien convaincre à nouveau nos concitoyens que le problème n'existe pas. Le problème est consubstantiellement lié à cette masse de chômeurs qui est liée elle-même au système capitaliste, bien sûr, ce que Marx appelait l'armée de réserve, et qui est nécessaire au système capitaliste pour se survivre à lui-même. Pour mettre la pression sur ceux qui travaillent, en fait, la pression vers le bas. Pression sur les salaires, et surtout. Pression sur les salaires, tout à fait. Il est temps aussi qu'on arrête de dire qu'on va
on paye trop de charges, qu'on paye voilà la diminution du paiement par le patronat des cotisations sociales, c'est aussi nuisible à la sécurité sociale. C'est pas un bienfait pour l'emploi. Ça n'a jamais prouvé son efficacité en matière de politique d'emploi, et donc il est temps que les cotisations sociales soient payées au niveau où elles doivent être payées, en fait. Assurément. Peut-être un dernier point sur ce qui change au 1er janvier. Ça, pour les étudiants, je pense que c'est relativement important. L'année dernière, il existait 2 aides distinctes, en l'occurrence le RSA activité, c'est-à-dire une partie du RSA qu'on touche quand on est notamment à temps partiel, etc. Et la prime d'activité qui faisait à peu près la même chose. Si on se souvient bien, alors c'est 2 aides qui n'étaient pas accessibles aux étudiants. Et François Hollande, lors de son allocation devant les Français en avril dernier, il me semble, avait expliqué qu'il allait fusionner ces 2 aides pour créer ce qu'il appelle la prime d'activité. Et quand le journaliste lui a demandé « Mais est-ce que ce sera accessible aux étudiants ?», il s'est trompé, il a dit oui. Donc après l'émission, ses conseillers lui ont expliqué que non, en fait c'était pas possible, c'était pas prévu comme ça, puisque quand même tout d'un coup ça ferait 2 millions d'étudiants en fait à qui il faudrait donner une aide, faudrait quand même pas abuser. Et donc du coup il y a eu quelques rétropédalages des ministres qui ont dit oui mais si, mais un peu, mais en fait on sait pas trop, avant de tomber sur un espèce de compromis. Elle est accessible aux étudiants qui gagneraient entre 0,8 et 1,5 fois le SMIC. Ouais. Bon, personne, quoi. C'est dire pas grand monde en effet, parce que voilà, les étudiants qui gagnent 0,8 fois le SMIC, il faudrait qu'ils fassent que ça. C'est bossé à 80%, donc c'est pas beaucoup d'étudiants, mais autant le préciser quand même. Voilà, par exemple les étudiants qui sont étudiants à distance ou des choses comme ça. Voilà, ça peut quand même concerner certains d'entre nous. Donc voilà, si auditeurs vous êtes dans cette situation-là, faites tout de suite vos démarches auprès de la CAF. Voilà, vous pouvez bénéficier peut-être de cette prime d'activité. Et par contre, ce qui n'a pas changé, ce qui n'a pas augmenté au 1er janvier, c'est le SMIC, contrairement à ce qu'on dit. Il n'a pas augmenté. Il a été, comme c'est la loi, s'y oblige, il est indexé sur l'inflation parce qu'on n'a pas encore changé ce truc-là. Et donc, c'est juste pour permettre aux malheureux qui sont au SMIC, donc au minimum, vraiment. Donc aujourd'hui, c'est plus grand-chose de continuer à survivre, mais il n'a pas été augmenté, et qu'en dépit des grandes déclarations d'intention après le 12 décembre, je crois, après le second tour des régionales et cette menace de l'extrême droite, absolument tragique, on en parlera un autre jour, mais en dépit de ces grandes déclarations d'intention, plus jamais ça, et bien rien du tout. Les travailleurs continuent à ne rien avoir. Et au 1er janvier 2016, pour eux, c'est Tintin. C'est quoi, ils ont 8 euros de plus par mois, c'est ça à peu près ? 6 centimes de l'heure. C'est bien. C'est une belle augmentation. C'est une belle augmentation, n'est-ce pas, Jean-Marc ? Ça n'est pas une augmentation de l'euro, c'est bien entendu l'indexation sur l'inflation du seul SMIC, puisque rappelons-le que pour les autres salaires, c'est une autre gauche qui avait désindexé les salaires, puisque c'était sous le gouvernement de Pierre Mauroy en 83, me semble-t-il, au moment du tournant de la rigueur, que les salaires en France avaient été désindexés de l'inflation, ce qui a permis d'arrêter l'inflation, certes, en grande partie, de la limiter, mais surtout ce qui a amorcé la situation où nous sommes, qui a été une baisse colossale du pouvoir d'achat, en particulier dans la fonction publique. On fait une petite pause musicale peut-être là ? Juste précision pour voir les choses un petit peu autrement. Cette augmentation avec des gros guillemets du SMIC, ça représente 6 euros net par mois. Ce n'est pas une augmentation. C'est pour ça que je mettais les gros guillemets, bien sûr. 6 euros net par mois, je rappelle ce que je disais en début d'émission, l'augmentation des abonnements Transpol, c'est 10 euros par mois. Voilà. Donc, Moussa, tu as parfaitement raison, il est temps de faire une pause musicale. On va écouter Stressy Kent. Payé le prix d'une
nation. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant. Et on regardait les bateaux, le matin se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures, on prenait de belles couleurs. On allait au bord de la mer, avec mon père, ma soeur, ma mère. Et quand les vagues étaient tranquilles, on passait la journée aux îles. Sauf quand on pleuvait déjà plus. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau. On avait le cœur un peu gros, mais c'était quand même beau. Et voilà, vous êtes toujours sur Radio Campus 106.6, campuslille.com, partout dans le monde, et vous écoutez Derrière la vitrine, l'émission des syndicats étudiants et des syndicats des personnels de l'université de Lille 1 et peut-être prochainement de l'université de Lille. Nous verrons cela. Alors c'est la période des vœux, on l'a dit, on vous le redit, bonne année, bonne santé à tous. Et mais c'est aussi et toute l'année par contre, toute l'année c'est la période des revendications. Les revendications ne s'arrêtent pas et donc je sais pas, est-ce que vous auriez une revendication importante Ah, j'ai oublié quelque chose. Il y a deux étudiants qui nous ont rejoints autour de la table. Donc, je les laisse se présenter et de dire pour quelle organisation syndicale ils viennent. Bonjour, moi je suis Salomé pour Solidaire étudiant. Geoffrey aussi pour Solidaire. Donc, super. Et très bien. Et donc voilà, ce que je vous propose, c'est d'amener une revendication peut-être essentielle au niveau de votre syndicat, une que vous portez ardemment en ce moment. Quelqu'un Non. On va repasser de la musique alors. Si. Non, mais on a trop de choses à dire. Qui commence ? On a tellement de revendications qu'on ne sait pas par laquelle commencer. Voilà. C'était. Bien, très rapidement, et pour préciser les choses, c'est important de... c'est quelque chose qu'on a... D'abord, l'importance de syndiquer. Avant de commencer par les revendications, pour bien comprendre que la construction des revendications, du cahier de revendications qui va devenir le corpus revendicatif, c'est quelque chose qui est au cœur même de l'action syndicale depuis toujours, et que ça passe, évidemment, et ça commence auprès des travailleurs, mais avant tout et aussi auprès des syndiqués. Et donc c'est en se syndiquant, quand même, c'est la clé, et rappelons-le, chaque travailleur a vocation à se syndiquer s'il veut gagner et faire respecter ses droits collectivement. Et c'est le principe et c'est le cœur même du syndicalisme, de se dire que la relation entre le travailleur
et son employé est une relation Employeur. Et son employeur, j'ai dit quoi? Ils font employé. Ah pardon, entre le travailleur et son employeur, voilà, est par nature asymétrique et que seul, comme on dit face à face dans un bureau, le travailleur ne peut pas gagner. Même s'il est gros, même s'il est fort, même s'il est armé, il ne peut pas gagner. Il ne peut pas gagner. Non, on se dit toujours, je vais arriver, je vais une présence physique, je vais en imposer, Non, le pouvoir, c'est une relation asymétrique. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir dans cette relation, c'est l'employeur, et quelqu'un qui vend sa force de travail, qui est le travailleur. Et donc, la seule façon, c'est l'outil syndical et la syndicalisation. C'est pour ça qu'on appelle le syndicat un contre-pouvoir. Absolument. On exerce un contre-pouvoir, voilà. un rapport de force. On écrit un rapport de force. Collectivement, parce que cette force-là ne peut être que collective. C'est ça le point important. Ensuite, nous avons plusieurs outils où à la CGT, on élabore nos revendications. Le premier lieu d'élaboration de la revendication, c'est le syndicat, le local syndical. On y rentre, on y prend un café, on discute, puis on dit, ah bah tiens, la vache là, je sors... Ah tiens, putain, les chiottes sont encore fermées, c'est quand même bien la marre, ça fait 3 mois que ça dure. Je dis ça parce que c'est la réalité, c'est le quotidien de cette université. Tu as raison, ce sont nos conditions de travail. Par exemple, et là, je suis, ça fait 6 mois qu'il y a des chiottes qui sont fermées. Voilà. Mais c'est pas grave, hein, l'important c'est de faire la grande université de Lille, la commune, la maison pour les sciences. Que la patronne de la Redoute fasse son entrée dans le conseil d'administration de la commune, ça c'est important, mais les chiottes des travailleurs, ça on s'en fout, quoi. Donc voilà, c'est quand même des choses extrêmement importantes, et on construit comme ça, et on avance, et ça part des choses. Le quotidien des travailleurs, il est fait de choses simples, mais c'est absolument essentiel. Et ensuite, par la construction, on va construire au niveau du syndicat des universités, pareil, au niveau de la fédération, et in fine, au niveau de l'ensemble de la CGT, je parle pour la CGT, dans ce qui constitue à nous notre corpus, qui est disponible sur Internet, qui sont les repères revendicatifs, et qui sont en fiche, et qui sont plutôt bien faites, qui font d'abord l'état de l'existant, et pourquoi nous on essaie de travailler et revendiquer, et pour l'ensemble cette fois-ci des travailleurs français. Et la première des revendications, enfin pas la première, en tout cas une de nos revendications, c'est bien entendu les salaires, et on va les décliner. Dans la fonction publique, c'est augmenter le point d'indice, le revaloriser. Il a perdu 15% depuis les années 2000 en termes de pouvoir d'achat, depuis 2000. Ça fait entre 200 et 600 euros par mois de moins pour l'ensemble des fonctionnaires. C'est colossal, donc on demande déjà, le premier point, c'est cette revendication-là. Et ensuite, il y a la dimension indemnitaire, c'est-à-dire les primes. Nous demandons qu'elles soient portées à 20% de l'ensemble du salaire indiciaire et qu'elles soient, à terme, mises dans le salaire. Comment on dit enfin, qu'elles soient comptées dans le salaire indiciaire, de manière qu'elles comptent dûment pour les retraites, car en ce moment, les primes des fonctionnaires ne comptent pas pour leur retraite, ce qui fait que ça fait une énorme différence en termes de pension le jour où nous faisons valoir nos droits à la retraite. Et ce qui est intéressant pour l'université, c'est que cette dimension indemnitaire, elle, relève de l'établissement. Et donc, nous, en tant qu'organisation syndicale de l'Université Lille 1, on peut négocier ça, on peut le discuter avec le président de l'Université Lille 1. Voilà, ça fait partie du domaine de compétence de notre employeur, et les primes. Alors que le point d'indice, il faut aller le négocier avec la ministre de la fonction publique. Ce qui est donc une autre échelle, et que nous allons négocier, nous, via nos organisations nationales. C'est deux choses assez importantes, mais qu'il était utile de rappeler. Voilà, j'en ai fini pour cette première revendication. Pour la CGT. Peut-être les revendications pour les enseignants-chercheurs, hein, tu me diras si tu es d'accord, Moussa, mais moins de charges d'enseignement, parce qu'on est quand même submergé. Les salaires, c'est pour tous. Oui, les salaires, c'est commun, tout à fait. Non, mais pour les charges d'enseignement, hein, donc depuis peu, en fait, les nouveaux entrants n'ont plus droit à une décharge, hein, ce à quoi ils avaient le droit au départ, ils étaient à 128 heures au lieu de 192 heures équivalent TD. Ça a été supprimé hein, pour faire des économies ici à Lille 1. Donc moins de charges d'enseignement, peut-être plus d'aide au niveau des BIATS, hein, plus de personnel administratif pour nous aider dans les différentes tâches, parce qu'on est un peu corvéable à merci, c'est un peu le sentiment qu'ont les gens en général. Et puis moins de précarisation, hein, ça je pense aussi aux post-doc, à tous les gens qu'on embauche pour 2-3 ans et qui après se retrouvent dehors. Et donc ça c'est assez généralisé dans la recherche. Voilà, pour couvrir un peu tous les champs, que ce soit enseignement, recherche et administration, qui sont à peu près les 3 volets sur lesquels on peut intervenir en tant qu'enseignant-chercheur. Oui, tout à fait, tu as raison. Donc la question même de ce que tu appelais la charge d'enseignement, c'est quelque chose qui est rentré, en fait, qui date de 1984, la loi, enfin à l'époque où on a refondu un peu la loi sur l'enseignement supérieur, donc en 84. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les 192 heures avait été dicté par l'urgence
l'urgence de la situation parce qu'on assistait à la massification donc des entrées étudiantes donc à l'université, donc il fallait répondre à la demande. Donc on a augmenté finalement globalement le service des enseignements en disant qu'effectivement c'était temporaire, mais bon, le temporaire, comme en général, c'est un peu comme la vignette de Giscard d'Estaing là pour les vieux, en fait, qui a duré 40 ans. Bah voilà, la charge d'enseignement date de 84, donc ça fait bientôt 32 ans. Hein. Que nous sommes sur des charges qui sont quand même relativement lourdes d'enseignement, d'autant plus qu'à ces charges d'enseignement, en fait, s'ajoute également de plus en plus de charges administratives qui consistent à gérer évidemment le fonctionnement des formations, de la recherche, etc. Et donc au détriment de recrutement de personnel BIATS, en fait, parce que je pense que dans beaucoup de cas, des personnels BIATS formés peuvent suppléer à ce genre de tâches. Malheureusement, les enseignants-chercheurs sont obligés de faire ce travail-là parce que justement nous manquons cruellement de personnel qualifié, de personnel BIATS qui est en capacité donc de prendre ces charges. Et puis après, on nous demande l'excellence constamment en recherche, voilà. Et ça, c'est très très difficile aussi à soutenir avec toutes ces charges, en fait. Et puis un aspect essentiel aussi, c'est évidemment, je pense que c'est une revendication sur les conditions de travail et particulièrement sur la question de la recherche. Il faut pas l'oublier. On sait que depuis maintenant un certain nombre d'années, les crédits récurrents, ce qu'on appelle les crédits récurrents pour la recherche, sont pratiquement inexistants. Il n'y en a plus du tout. Les seuls crédits qu'on peut avoir, c'est des crédits par appel à projet, hein, donc en particulier ce qu'on appelle les projets ANR. À ce titre-là, justement, puisque j'en parle, voilà, il y a une pétition qui circule actuellement sur Internet qui s'appelle l'ANR, Recherche publique française asphyxiée. Où on apprend, évidemment, qui est adressé au ministre de l'Éducation, où on apprend, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, que, évidemment, l'Agence nationale de la recherche est celle qui est chargée de financer la recherche, que cette année, l'ANR a soutenu moins de 10% des projets qui lui ont été déposés. Ça veut dire 1 sur 10. Vous imaginez, évidemment, la quantité de travail colossal qu'ont dû fournir les enseignants-chercheurs pour déposer les projets. Donc, ça veut dire 90% d'entre eux ont vu leur travail qui n'a pas été récompensé et donc rejeté. Donc ça fait finalement 1 sur 10. C'est beaucoup de temps perdu pour ces personnes-là. C'est beaucoup de temps perdu et beaucoup d'argent public parce qu'il ne faut pas oublier que pendant qu'on monte ces projets, évidemment on ne fait pas autre chose et donc c'est du temps et c'est de l'argent public qui est gaspillé. Finalement à 10% comment on appelle ça, de taux de réussite, il vaut mieux tirer ça à la loterie, hein. Ça éviterait déjà beaucoup de finalement on ferait beaucoup moins on dépenserait beaucoup moins d'argent public finalement à faire à la loterie plutôt que de financer une agence qui ne sert à rien. Sans compter tous les gens qui évaluent voilà. Et autour de l'ANR, évidemment tout cela ça a un coût. Sachant qu'en plus le budget de l'ANR a diminué de 30% entre 2008 et 2014. Donc 30% de diminution, et que les projets qui sont financés sont plus maintenant des projets collaboratifs avec les entreprises que des projets collaboratifs universitaires, c'est-à-dire sur base de recherche fondamentale. Voilà. Donc la recherche fondamentale est beaucoup moins financée que les recherches applicables immédiatement, c'est-à-dire qui est complètement contraire à la recherche au final, quoi, parce que l'applicabilité immédiate, ça n'existe pas. Je veux dire, il faut voilà. Ça ne s'appelle pas de la recherche en tout cas. Donc il y a une pétition qui circule, je vous invite à la lire, éventuellement à la signer. Donc il suffit de taper sur Google recherche publique française asphyxiée. Voilà, et puis vous trouverez cette pétition. J'aimerais quand même terminer par une petite blague sur les réponses que reçoivent ceux qui candidatent à l'ANR, donc qui déposent un projet. Donc une réponse un peu ubuesque, comme le qualifie évidemment celui qui a rédigé cette pétition. Alors, le message est le suivant. Soucieux de bien orienter votre projet dans le processus d'évaluation, nous avons mis en place la caractérisation de votre pré-proposition qui vous conduira à choisir un défi, un axe, un objet principal de recherche, une application principale de recherche, APR, une orientation prioritaire de la stratégie nationale de recherche et un mot-clé ERC, ainsi que des mots-clés correspondants. Bon, une fois qu'on a lu ça, c'est tout. Hein, donc, c'est vraiment pour voir donc en fait on noie tout cela dans un jargon qui est incompréhensible par la plupart des gens. Je veux dire, c'est pas scientifique du tout. Au final, la démarche n'est pas scientifique et donc complètement contraire à tout ce qu'on pourrait appeler espérer, en tout cas, ou qualifier de recherche. Voilà. Un mot sur ce mécanisme de financement pour revenir du coup l'impact que ça peut avoir sur le quotidien des travailleurs et leurs conditions de travail. Bon, il y a l'ANR, donc cette agence nationale pour la recherche qui est devenue, qui se généralise et qui
avec tout ce que vient le côté kafkaïen, volontaire, hein, quand on dit kafkaïen, dont vient de parler Moussa, il y a aussi le fait que ce financement, de plus en plus important par l'intermédiaire de projets, conduit mécaniquement aussi à l'augmentation du nombre de précaires et de la précarité dans le travail. Parce que c'est la justification de dire j'ai eu un projet, j'ai de l'argent pour recruter un travailleur. Alors que, donc ils recrutent un contracteur. Au lieu de demander, de dire, bah tiens là, dans le laboratoire, on est sur des axes de recherche qui sont... on voit à peu près, hein, la recherche, c'est pas, on fait pas une découverte bouleversante et révolutionnaire tous les 3 mois. Hein, bon, ça, c'est un processus long. Et donc, dans une politique, dans la définition d'un axe pour un laboratoire, on peut raisonnablement se dire, bon, bah, tiens, dans les 10 ans qui viennent, on va continuer à travailler là-dessus. Et donc, il faudrait un poste plutôt ici, plutôt un instrumentiste, plutôt un informaticien, plutôt que, enfin, que sais-je, un chercheur plutôt là. Et on demande des postes de fonctionnaires et de personnel qui vont venir ici pour travailler dans le temps, sereinement, pas dans la précipitation, pas pour 6 mois, pas pour gribouiller vite fait un compte rendu, machin. Voilà, la conquête du temps est importante sur ce point-là, et ce financement-là conduit à tout le contraire, c'est-à-dire au travail dans la précipitation sur des sujets parfois imposés, comme tu viens de le rappeler, là, de définir vos trucs, là, ce discours invraisemblable, mais surtout, c'est bien cette mécanique du temps et de la précarité qui se généralise. Et nous, à la CGT, sur les anciens chercheurs, on revendique un service statutaire d'enseignement à 150 heures, qui est encore élevé, hein, mais bon, je reprends notre corpus revendicatif s'agissant de la CGT FERCSUP, l'Institut de l'enseignement supérieur, effectivement, ça sur les salaires, ce que je précisais précédemment. Et pour les BIATS, le maintien de leur congé et surtout de l'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail des années 2000 qui est en voie d'extinction, qui s'applique encore de façon plus ou moins aléatoire. Voilà, donc, Mais sur la précarisation, oui, on y est. Hein. De toute façon, les gens sont recrutés pour 2 ans, pour des post-docs. Et ensuite, en fait, il y a perte de compétences parce que c'est des gens qui vont changer d'université, voilà, et qui, du coup, ça peut affaiblir aussi un laboratoire, hein, parce que les gens s'en vont, sont obligés de partir à l'étranger en général, et du coup il y a perte de compétences, enfin perte de ce type de compétences au sein du lab, parce que souvent c'est les étudiants en sortie de thèse qui sont au top. En général ils vont aux États-Unis, quoi, et donc tout le bénéfice en fait c'est un peu une fuite de cerveau, on va dire. Globalement, c'est-à-dire qu'en fait, de post-doc en post-doc, au final, il n'y a pas de situation stable pour la personne, et donc voilà. Moi j'ai eu l'occasion de voir des cas, par exemple étant élu à la commission de recherche, enfin ex-conseil scientifique à Lille, des personnes qui demandaient finalement à passer l'habilitation à diriger des recherches, mais qui n'étaient pas du tout dans des situations d'enseignants-chercheurs en fait. Ils étaient dans des situations de post-doc ou serviable à merci en fait. Corvéable, pardon, merci, pas servi. Corvéable à merci, et donc on peut quand même se poser la question de quel type d'action on peut mener au niveau de l'université sur ces questions-là en fait. Et du coup, ça revient dans notre revendication, il y en a une qui est en tête, qui est l'abrogation des lois LRU Pécresse et LRU Fioraso, qui sont finalement, non pas à l'origine, mais en partie, qui ont été les grandes impulsions qui ont permis l'explosion de ces mécanismes qui existaient avant 2007. LRU Pécresse, c'est 2007, LRU Fioraso, c'est 2013. C'est Sarkozy d'un côté, Hollande de l'autre, et c'est, comme disait un ancien dirigeant communiste, je crois, bonnet blanc, blanc bonnet. C'est deux pans, deux écritures différentes d'un projet malheureusement strictement identique qui vise justement petit à petit à le développement de ces mécanismes de précarisation, de financement par projet, de l'excellence à tout bout de champ, et de l'utilisation de ce vocabulaire, de cette sémantique qui est à milieu de ce qu'était le quotidien du service, des professionnels de la recherche. On va nous bassiner avec l'innovation, avec l'excellence, avec les machins, en oubliant la réalité du quotidien. Donc cette abrogation des lois LRU Pécresse, qui n'existe plus de fait, mais son esprit demeure, hein, si je puis dire, et de la loi LRU Fioraso, qui ne s'appelle pas comme ça, puisqu'elle s'appelle loi sur l'enseignement supérieur à la recherche, mais nous l'appelons LRU Fioraso pour bien signifier que c'est le même, que c'est la continuité. Nous demandons, comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, mais leur abrogation et de tout ce qui en découle, c'est-à-dire des compétences élargies, c'est-à-dire du financement
autonome des universités, des communautés universitaires d'établissement et de l'ANR. Et allons-y, on déroule. Si je peux en rajouter une couche là-dessus, sur la question de la recherche, en fait, une partie de l'argent de la recherche est aussi part en fumée dans le cadre de ce qu'on appelle le crédit impôt recherche. J'ai oublié de le préciser, mais le crédit impôt recherche, évidemment, c'est l'argent que ne payent pas les entreprises justement pour la recherche et qui est donc elles sont subventionnées gratuitement finalement elles sont subventionnées pour faire de la recherche qu'elles ne font pas. Voilà globalement comment ça se passe. Et donc l'argent public finalement part en fumée de ce côté-là. Ça mériterait. C'est un bon sujet d'émission à venir. Le crédit impôt recherche. Je suis chaud. Sujet en soi, on peut déflorer en partie, mais il faut absolument, c'est comme la Sécu, qu'on en fasse une émission entière sur ce sujet-là. Parce qu'il y a quand même pas mal de données maintenant. On a un recul dessus. Qui a explosé depuis 2007, qui existe depuis les années 80, je pense, puisqu'il a été mis en place par Chevènement il y a fort longtemps, mais qui a explosé littéralement en volume depuis 2007. Ouais. Et il y a même un rapport public du Sénat qui a été mis aux oubliettes, qui a été une des rares exceptions parlementaires, qui a été mis au pilon. Qui a été mis au pilon parce qu'il gênait, exactement. On va leur sortir, nous. On leur sort à Radio Campus. On va faire une émission spéciale. Vous le retrouverez derrière la vitrine. Juste pour rappeler à quel point c'est du gaspillage, on en est à 6 milliards par an, je crois, de crédit impôt recherche. C'est le budget de 2 CNRS. Ça permettrait de financer 2 fois le budget total du CNRS. Oui, bien sûr. Par exemple, c'est pour donner une idée du montant colossal de ce crédit impôt recherche. Mais ça n'est pas le sujet du jour. Et donc, on s'autorise une petite pause. Petite pause musicale de conclure. Avant de reprendre. On avait plein d'autres revendications, mais on vous renvoie à nos sites internet respectifs. Radio Campus nous bride. Il y avait encore à dire, mais on en reparlera tout au long de l'année 2016. Exactement, on en décortiquera une à chaque émission. On essaiera comme ça. La bicicletta en parlava da Bonmaci al portal, mentre al sol sparava i els carros veien passar. Siset que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfer-nos mai no podrem caminar. Si estira tots ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba ben forcada del cel ja. Si tu respires fort per aquí i jo respiro fort per allà, segur que tomba i ens podrem alliberar. Però el siset fa molt temps ja, le mans se'n van escorxar. I quan la força se me'n va, ell és més ample, més gran. Ve ser-se aquesta podrida, però és que siset costa tant que a cops la força m'oblida. Torna'm a girar al teu camp. Si estiren tots ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba ben forcada deu ser ja. Si tu respires fort per aquí i jo respiro fort per allà, segur que tomba i ens podrem alliberar. La bicicleta ja no diu res, mal vent que se'l van portar. El vi sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nois bailers i estiro a col per cantar. Al darrer camp d'en siset, lo darrer camp ensenyat. Si estiren tots ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba ben forcada deu ser ja. Si tu respires fort per aquí i jo respiro fort per allà, segur que tomba i ens podrem alliberar. Segur que tomba
Et donc vous êtes de retour dans l'émission Derrière la vitrine sur Radio Campus Lille et donc vous venez d'écouter une version de l'Estaca, la chanson antifranquiste par les Femusti. Et je vais maintenant donner la parole à Sud Étudiant parce que c'est un grand moment en ce moment, c'est les examens. Tout à fait, donc un grand moment, les examens. Donc on est nombreux à être en partiel actuellement. Donc on s'était dit que ce serait pertinent de revenir sur les droits que nous avons, nous, étudiants, pendant les partiels. Alors je vais passer sur ceux qui semblent un peu évidents pour revenir sur ceux qui sembleraient souvent parfois oubliés, parfois pas suivis. Donc, par exemple, en cas de fraude, donc ça c'est assez intéressant parce qu'on voit souvent que ce droit est passé à la trappe, mais on ne peut pas vous demander de sortir. On ne peut pas vous dire, même si vous êtes suspecté de fraude ou que vous ayez vraiment fraudé, qu'importe, on ne peut pas vous obliger à sortir de l'amphithéâtre. Vous pouvez continuer à rédiger, votre copie ne doit pas être marquée, elle est toujours anonyme. Et par contre, la seule sanction qui peut tomber sera celle qui sera ensuite décidée en commission disciplinaire, si commission disciplinaire il y a, où vous pourrez bien entendu être défendu par un militant. C'est aussi notre travail, hein, faut pas l'oublier. Donc pour ce qui est des retards, non, on peut pas vous refuser en fait. Pas avant un délai de 1/3 du temps de l'épreuve, on ne peut pas vous refuser, vous avez le droit d'entrer et de composer. Pour ce qui est des étudiants salariés, une autre petite chose, vous avez le droit à un congé si vous êtes étudiant salarié pour préparer ou passer vos examens, c'est autorisé. Et enfin, après toutes les épreuves, suite aux corrections, vous avez le droit de consulter vos copies, vous avez le droit d'avoir un entretien avec votre correcteur. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je peux rajouter quelque chose ? Vas-y. Enfin, tu vas peut-être confirmer, j'ai un doute sur le coup, mais il me semble que ce que tu as dit sur les fraudes s'applique aussi pour l'oubli de la carte d'identité ou carte d'étudiant notamment. On a quand même le droit de composer même si on n'a pas de pièce d'identité sur soi. Et comment vous vérifiez l'identité après alors du coup ? Après, c'est anonyme. Après quoi aussi ? Ça peut être aussi validé par les camarades autour de nous qui peuvent. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est par témoignage. Attester, voilà, ça, c'est par les témoins témoignage. qui eux justifieront leur identité et qui témoignent. D'accord. Et dans le pire des cas, c'est noté au procès verbal ensuite et puis voilà, c'est ad hoc que ça se. Non mais tu peux pas. Oui mais après on peut plus. C'est pour ça que ça semble bizarre. Mais c'est noté au procès verbal. Mais si comment vérifier que c'était bien cette personne-là qui la personne elle peut témoigner. Voilà, une fois qu'elle peut revenir après, ça c'est facile. Oui mais possible. Il faut pas qu'il y en ait. C'est pas possible justement. C'est forcément un témoignage, mais c'est un témoignage sur l'instant. Ça peut pas être un témoignage posteriori. C'est un point important quand même parce que si ça peut permettre à n'importe qui de composer pour n'importe qui, c'est quand même c'est aussi une garantie pour les étudiants. La vérification du contrôle d'identité, c'est une garantie aussi pour les étudiants. Oui. Ce point-là me semble. Que ça peut pas être repoussé en disant bon non en fait si c'est bien moi, puis revenir 3 mois après en disant regardez. Non pas 3 mois après, mais par exemple. C'est comme pour le vote, hein, quand tu votes, t'as besoin d'une carte d'identité. Je pense que là il faut être assez. Mais auquel cas c'est à l'université en fait de faire les démarches etc. pour décider si oui ou non la copie est valide etc. C'est absolument pas. Oui, mais on peut imaginer des fraudes, effectivement, où tu peux avoir des jumeaux ou des gens qui viennent à ta place pour composer. Et donc ça, dans ce cas-là, avec ou sans carte d'étudiant, de toute façon, les jumeaux, ils vont. Oui, mais la carte d'étudiant, justement, enfin, le garantit l'identité de la personne qui compose. Et ça, je pense que c'est important quand même d'être trop clair là-dessus. Enfin, après, c'est un droit pour l'étudiant, hein, donc effectivement. C'est un droit pour l'étudiant de pouvoir composer à ses épreuves terminales qui vont jouer cette année. Même s'il n'a pas assez le droit, c'est un droit. Il est obligé avec sa carte dans sa salle de bain, il a le droit quand même. C'est pareil, je voulais vous demander, pour les questions de sécurité, on nous a dit qu'on mettait en place aussi. C'est pour ça que si un étudiant arrive en retard, là, normalement, on fouille son sac, etc. Donc s'il y a les retards. Je sais pas. Mais en fait. Parce qu'il y a les problèmes de sécurité en ce moment et donc il fallait venir une demi-heure avant. Enfin, j'avais entendu parler de ça. Maintenant, je sais pas si ça a été fait. C'est ce qui a été demandé aux étudiants. Mais en fait, ce qui a été demandé, oui. Ici sur l'île 1, alors seulement. Ça n'a pas été mon cas, non. Moi, par exemple, non. Sur l'île 2 ? Non, moi, je suis sur l'île 2 à l'IEP. D'accord. Voilà. Et je pense pas que tu l'aies dit aussi. Normalement, je dis bien normalement puisque c'est pas toujours le cas, loin de là.
toutes les copies doivent être anonymisées. Oui, bien sûr. Et il y a beaucoup d'examens où c'est pas le cas. Donc voilà, c'est pour rappeler aux étudiants que ce genre de pratique c'est illégal. Et que voilà, s'ils pensent qu'il y a des problèmes de ce point de vue-là, etc., par exemple des profs qui noteraient la tête, etc., c'est des choses qui arrivent, on le sait bien, surtout qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On a comme ça beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir en période de partiel parce qu'il y a des problèmes sur l'anonymisation des copies ou des problèmes de soupçons de fraude, etc. C'est à ça qu'on sert. Mais surtout sur l'ILIN, c'est quelque chose, je crois que c'est 80 exclusions par an d'étudiants qui sont soupçonnés de fraude. Il faudrait que je vérifie ça. Et nous, on a beaucoup, comme ça, plusieurs dizaines par an d'étudiants qui nous contactent pour des cas d'accusation de fraude, avec des cas qui sont quand même parfois des cas d'école, parce qu'on a du mal à comprendre des fois la sévérité de la commission disciplinaire de l'ILIN sur ces questions-là. Donc on va en finir là. Donc on peut souhaiter un bon courage à tous les étudiants qui sont donc en partiel en ce moment. Et on vous dit à la semaine prochaine, derrière la vitrine. Et tout de suite, musique sans complexe. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut à tous. Au revoir, salut à tous.